Et bonjour à tous et toutes, vous êtes sur Culture Plane, une chaîne indépendante. Merci d'avance pour votre soutien et puis surtout un grand merci en fait aux tipeurs réguliers qui aident énormément le projet. Donc merci beaucoup pour ce soutien mensuel, donc relié à la page Tipeee de la chaîne, accessible dans la section à propos. Merci beaucoup aussi aux donateurs, donatrices intermittents comme ça qui se faufilent et qui aident de temps en temps quand ils le peuvent ou ils le veulent le projet. Merci infiniment. Comme vous le savez, on est au mois d'octobre. Si vous voulez soutenir la chaîne pour le mois d'octobre, je recevrai votre don le dernier jour du mois de novembre. Ça fonctionne comme ça, 9% de cette somme part à Tipeee en commission, et ensuite je paye plus de 20% à l'URSSAF en cotisation sociale. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet qui me tient à cœur, qui est la neuroatypicité, et comment, à mon sens, il est capital d'en parler. Qu'est-ce que ça veut dire, au fond, exactement? Est-ce que c'est du théâtre? Qu'est-ce que c'est, finalement? Et pouvoir parler de tout ça et espérer que ça libère aussi un peu de la parole chez d'autres personnes. Tout d'abord, il faut comprendre que dans le vocabulaire médical, quand on parle de neuroatypicité, en fait, chaque terme a un sens. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur « Ah, tu es original »,« Ah, tu es singulier ». Et effectivement, il y a plein de gens originaux et il y a plein de gens singuliers. En fait, on est sur un terme qui regroupe à la fois la partie neuro, donc cérébrale, et la partie atypique, qui en fait, ce terme-là, associé à la partie neuronale, veut dire en fait qu'à un moment donné, le cerveau en fait, de ces personnes-là fonctionne différemment. Mais cette différence atteint bien souvent une différence telle en fait, que l'intégration dans des cadres normés de société n'est pas possible. C'est pour ça que dans le titre que je pense que je vais choisir dans la vidéo, on en arrive au bout d'un moment donné, malheureusement, en fait, à faire un dossier à la maison départementale du handicap, la MDPH, non pas en fait dans le seul but, comme on pourrait le croire, d'avoir une aide, avoir une AH. Non, en fait, c'est vraiment pas comme ça. C'est que dans la plupart des cas, je pense, en tout cas c'est mon cas, vous en arrivez là parce que comme me disait le médecin, en fait, il me disait en fait ce qu'il faut comprendre, c'est que oui, dans votre cas, vous pouvez avoir des compensations, vous pouvez peut-être même pour certains cas HPI, compenser. Mais il me disait quoi qu'il se passe en fait, et moi je le sais bien parce que je connais ma vie, en fait à un moment donné, c'est quand même un peu comme demander à une personne qui est en fauteuil roulante de lui dire bah fais comme tout le monde, monte et marche. Et en fait à un moment donné, dans certains cas, et moi j'en fais partie, et là pour le coup j'ai envie de dire malheureusement, parce que c'est pas une bonne nouvelle, en fait, comme il me disait, bah il y a un moment donné, on peut être que dans le vocabulaire et ça arrive, de la puissance, du potentiel, mais tu te connais donc tu as tes cartes en main et on peut, sauf que souvent ces gens-là ne savent pas en fait de quoi ils parlent. Et en fait quand on parle à un moment donné d'une différence qui devient un handicap en fait, et on peut à un moment donné dire oui, t'as qu'à être en télétravail, t'as qu'à esquiver les horaires de TER à ça, t'as qu'à aller au supermarché à tes horaires, t'as qu'à ne pas te retrouver dans telle situation quand c'est trop stimulant. Mais en fait, quand ça s'additionne, cette vie, elle peut être aussi à un moment donné appauvrie. Elle peut être aussi à un moment donné très compliquée. Et c'est là qu'au fond, que cette notion de handicap, elle entre en jeu. Parce que on peut aussi à un moment donné être dans une forme de déni et de se dire, bah oui, j'ai qu'à faire ça. Mais même quand vous faites ça, cette différence vous saute aux yeux. Ou alors, si elle ne vous saute pas aux yeux à vous, elle saute aux yeux aux autres. Donc, c'est pour ça que ce terme-là, de neuroatypicité, il faut pouvoir aussi l'entendre dans le sérieux que ça veut dire. Alors, il regroupe des gens qui sont dyslexiques, il regroupe des gens qui sont TDAH, il regroupe des gens qui sont autistes. Par exemple, c'est-à-dire que là, à un moment donné, le cerveau fonctionne différemment. Dans le cerveau d'un dyslexique, le rapport à l'orientation, le rapport aux lettres fonctionne différemment. Alors après, le problème dans tout ça, c'est comment un trajet se déplie. Ça, c'est une grande question. Certains trajets, pour plein de raisons différentes,
vont se déplier d'une manière où la personne qui est porteur d'un handicap va pourtant réussir, en fait, tout simplement, va exceller. Là, il y a des conditions particulières de chance, de hasard, de motivation. Mais je crois qu'il est très important, à mon sens, de pouvoir justement parler de l'autre versant. Parce que c'est pas toujours la jolie histoire qui gagne, quoi. C'est parfois justement des familles extrêmement réquisitionnées. Extrêmement réquisitionnées. Moi, ma mère, elle est très réquisitionnée. Elle l'est d'ailleurs tellement que je pense que je vais rajouter un feuillet aidant la concernant parce que, en fait, moi, ma mère, je peux lui parler 1 heure par jour, au moins. Parce qu'en fait, à un moment donné, sans m'en rendre compte, mais en fait, à un moment donné, j'ai besoin de parler, quoi. Parce que, en fait, j'ai diverses culpabilités, difficultés, et sur des choses où la plupart des gens, d'ailleurs, ne culpabiliseraient pas, par exemple. Vous voyez et en fait, si je parle pas de ça, et mes psys sont pas suffisants, parce que j'ai une psy TSA que je vais voir tous les 15 jours, qui est toute nouvelle. Donc j'ai enfin trouvé par moi-même une psy adaptée. Je vois en même temps un autre psy qui m'aide justement. Moi j'ai 40 ans, donc vous vous doutez bien que même si lui il ne se situait pas du côté au fond de l'autisme, parce qu'en plus il y a des doctrines, et vous doutez bien que les comorbidités reliées à un diagnostic si tardif, mais sont stratosphériques. C'est-à-dire, en gros, pour faire simple, ça pourrait être très grave. Si vous n'êtes pas bien adapté, ça peut être très grave. Parce qu'en fait, à un moment donné, en fait, le poids psychologique est trop important, est réellement trop important. Et en plus, vous ne savez plus comment vous reconnecter à la vie. Parce que vous avez été dans des expériences professionnelles, vous êtes parti de ces expériences et vous ne saviez pas que vous étiez autiste. Donc en fait, moi je me rappelle très bien, j'avais travaillé dans un studio de jeu, à un moment donné, la problématique de l'espace, de l'open space, mais je vivais ça, j'acceptais tout ça, mais c'était très très dur. Ça me menait à des paranoïas, c'était très très dur. Alors qu'en fait, si j'avais su, j'aurais peut-être eu une RQTH, j'aurais peut-être dit à mon patron, voilà, je suis autiste, est-ce que je peux travailler 2 jours par semaine pour me reposer, puis le reste du temps, ça sera ok pour moi. Je vous demanderai juste 10 minutes de pause en plus pour me reposer un peu plus, parce que j'aurais peut-être des migraines, ou que mon cerveau... Voilà. Ce que veut dire, on n'imagine pas, comme dit Marco Di Duccia, un spécialiste, les conséquences que peuvent avoir sur ma génération à moi, parce qu'aujourd'hui ça change, mais les conséquences de ne pas savoir qu'on est autiste, en fait, par exemple, c'est gigantesque. Honnêtement, je préfère vous dire, c'est gigantesque. Qu'on le veuille ou non, c'est des conséquences qui sont importantes, en fait. Donc moi, aujourd'hui, ma vie, c'est aussi une vie où, en fait, je ne veux pas, en fait, déjà, je peux plus avoir de RSA. Je peux plus avoir de prime d'activité parce que je vis avec mon amoureuse. Et donc, en fait, même si on a un handicap, l'État considère... D'ailleurs, c'était le cas, vous vous rendez compte, encore il n'y a pas longtemps, pour l'AAH. On considère qu'à partir du moment donné où on vit avec quelqu'un, en fait, ils se sont rendus compte qu'ils se sont dit, mais non, mais c'est pas possible quand même pour l'AAH, c'est pas possible. Il y a des gens qui sont handicapés, ils ne partagent pas forcément les revenus avec leur conjoint-conjointe, il faut qu'on les déconjugalise. C'était de la folie. Et moi, j'en ai un petit peu parlé au téléphone à un moment donné, justement avec une personne professionnelle, et la personne était d'accord pour dire que concernant par exemple la prime d'activité, c'était un peu n'importe quoi. Parce qu'en fait, on parle d'une somme qui est petite, c'est quelque chose qui favorise en fait un être qui est en difficulté, c'est quelque chose qui n'est pas du côté de la dépendance, c'est quelqu'un qui veut travailler. Et à un moment donné, on lui dit, non, en fait, vous allez travailler, mais comme vous vivez avec votre copine, c'est pas possible. Donc ça veut dire que c'est quand même, tout d'un coup, vous avez un handicap, vous n'avez pas de AH, vous n'avez pas de RQTH pour le moment, vous ne pouvez pas avoir de RSA, vous ne pouvez pas avoir de prime d'activité. Donc en gros, ce qu'on vous demande, c'est de vous inscrire au pôle emploi classique, en fait. Mais moi, je vous dis direct, ma mère, elle a appelé Autisme Info Service, et ils lui ont dit, non mais en fait, il ne faut surtout pas faire ça. Moi, je l'ai fait à plusieurs reprises, et ce que je peux vous dire, il y a une violence là-dedans. Il y a une violence, en fait. Parce qu'on tombe sur des gens qui ne sont pas toujours formés, et en fait, c'est dur. Et à un moment donné, à force d'essayer éternellement, en fait, des choses difficiles, vous en avez marre. Et moi, à côté de ça, je postule à énormément d'offres.
Mais en fait, ça marche pas. Peut-être aussi maintenant parce que j'ai 40 ans. Comme je disais aussi, peut-être parce que parfois on demande trop. Moi, j'avais postulé un jour à une société pour être conseiller sur une mission. Comme souvent, comme j'ai des aptitudes, j'étais parmi l'un des meilleurs candidats. Mais en fait, à la toute fin, alors que c'était pas annoncé dans l'ordre, ils ont dit, bah voilà, faudra juste accepter, finalement on change un peu les plans, il faudra accepter d'être sur un podium, donc d'être super mis en avant. Moi à ce moment-là, je sais pas que je suis autiste. Bah, j'ai tout de suite refusé. J'ai été pris, j'ai refusé. Parce qu'en fait, tout d'un coup, en gros, c'est comme si vous me mettiez dans une foule, quoi. Vous me mettez dans une foule. Donc ça, c'est impossible. Donc, voilà, c'est quand même une réalité, ce qui n'est pas toujours rose, en fait. Et je crois qu'il ne faut pas la dépeindre uniquement dans une puissance. Il faut pouvoir en parler aussi comme je vous disais, dans une forme de réalité. Qu'est-ce qu'un cadre neuroatypique, en fait? Qu'est-ce que c'est? Et comprendre, évidemment, comme on dit souvent, c'est un spectre, donc chacun est différent. Mais essayer de comprendre chaque spectre, quoi. Parce que en fait, c'est pas une vie facile tous les jours, et c'est même plutôt une vie difficile, en fait, plus le temps passe. Donc voilà, c'était important pour moi de faire cette vidéo. C'est pas ouf agréable à faire, mais je trouvais que c'était bien de pouvoir en parler un petit peu et d'essayer d'en reparler un jour par la suite, mais au moins de pouvoir dire un peu ces mots-là, parce que je trouve qu'il y a beaucoup d'idées reçues, il y a beaucoup d'idées caricaturales, lissées, alors qu'en fait la réalité c'est que c'est plus compliqué et qu'il faudrait que parfois chaque être puisse un peu en parler avant que ça soit exprimé sur la vérité des êtres, quoi. Et je pense que quand on porte des vérités, si on se sent capable de le dire, c'est bien, parce que du coup, là, pour le coup, si on est honnête et sincère, on parle de soi. Voilà, sans forcément être dans l'intime, on parle de soi et on peut du coup dire, voilà, moi c'est ça que je vis, et c'est pas simple. Et c'est pour ça que parfois il faut demander de l'aide, je pense vraiment. Il faut demander de l'aide, il faut demander des aides adaptées, en fait. Quand les choses deviennent trop difficile, il faut pas tenter l'impossible. Moi, ces temps-ci, je suis dans une stratégie progressive. J'essaye de rétablir mon sommeil, j'essaye de rétablir des liens, j'essaye de diminuer des culpabilités toutes simples, toutes bêtes, mais qui m'empoisonnent la vie. J'essaye de me créer de la liberté, en même temps de m'ouvrir des espaces, de stabiliser des espaces. J'essaye... Même sur cette chaîne, j'essaye de ne pas faire n'importe quoi, j'essaye de m'écouter et en même temps parfois de ne pas toujours écouter les autres, de me dire j'ai envie de faire ma vidéo comme ça, je la fais comme ça, comme je l'ai fait sur One Other Battle, de m'écouter. Je veux dire, si Lynch avait écouté tout le monde, il n'aurait jamais fait Razorhead. Donc voilà, une sorte de mélange instinctif et en même temps, comme je le redis, parfois on a besoin d'aide, on a besoin d'appui. On a besoin de professionnels, et puis même pour les familles, quoi. Donc, c'est pas simple. Souvent, un diagnostic libère quand même les familles, moi, je pense. Parce qu'en fait, une famille qui ne sait pas, en fait, c'est encore plus dur. Il y a des choses qui se passent, on ne comprend pas pourquoi ça se passe. Donc, c'est pire. Au moins, quand on sait, on sait. Et on essaye après de faire comme on peut. Puis moi, maintenant, je suis un peu vieux, j'ai 40 ans. Il y a beaucoup de temps qui a passé. Voilà, je parle comme un vieux, c'est vrai que j'ai vécu beaucoup de choses, je suis heureux d'avoir vécu tout ça, mais il y a eu beaucoup de difficultés, et aujourd'hui j'ai plus le courage, j'ai plus l'énergie de faire certaines choses. Puis je sais surtout que ça marche pas. Vous voyez, je sais pas si je serais capable de travailler finalement dans des grands open space. Puis le problème c'est que j'ai aussi des talents qui sont pour ça que je vais rencontrer une neuropsy, parce que je suis parfois remarqué pour mon cerveau, pour mes vitesses de traitement. Donc c'est compliqué. De toute façon, même les petits, entre guillemets, même les métiers qui correspondent moins, souvent j'ai pas de réponse. Hein. Donc pour ça que je suis dans une stratégie aujourd'hui de prendre mon temps avec ma famille, d'être soutenu. J'ai fait tout ce qu'il fallait faire. J'ai fait tout ce qu'il fallait faire. J'ai des accompagnements médicaux. J'ai fait un dossier MDPH. Je pense que je suis quelqu'un qui est honnête sur tout ça. Je fais les choses de manière honnête. Je me fierai à la commission. Et
Et ce que je sais, c'est que, d'ailleurs, si je me fie à mon médecin, qui est un médecin, voilà, il fait 10 ans de médecine, c'est loin d'être un cancre, il faut écouter ces médecins. Et quand ils nous disent qu'on a absolument besoin de faire un dossier MDPH, faut les écouter. Et même si c'est violent à faire, même si c'est dur à le faire, c'est très dur d'écrire ça, de se reconnaître qu'on a une forme de handicap, qu'on préfère se dire uniquement qu'on est dans de la puissance, parfois il faut accepter aussi des formes de réel, tout en cédant pas au pathos, mais il ne faut pas non plus céder au scénario inverse, qui serait un peu l'illusion. Donc c'est encore une fois une affaire d'équilibre. Et voilà. Et je crois que dans ça, ma chaîne, elle est très importante pour moi, parce qu'elle me permet d'avoir un espace où je peux vous partager ces choses-là. Donc voilà, c'était Culture Plane. Je vous remercie beaucoup de votre soutien. Comme je le dis à chaque vidéo, si vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez le faire chaque mois via la page Tipeee. La chaîne ne fait pas partie pour le moment du programme partenaire YouTube et elle est très loin de pouvoir en faire partie, compte tenu de ses heures de visionnage. Donc n'hésitez pas à la soutenir si vous le souhaitez. Il suffit de vous créer un compte sur Tipeee. Vous pouvez faire un don unique, un don régulier. Et voilà. Je vous dis à bientôt et puis prenez soin de vous. Salut!